Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Les députés somaliens ont désormais le président. Il a été élu ce mercredi, 2 jours après celui de la Chambre haute. La voie est désormais ouverte pour l'élection présidentielle. La crise des réfugiés centrafricains préoccupe les autorités des pays voisins. Une conférence ministérielle régionale censée apporter des solutions à cette crise vient de s'achever à Yaoundé au Cameroun. Emmanuel Juntap, notre correspondant sur place, nous en dira plus. La flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant provoquée par la guerre en Ukraine menace de réduire à néant les progrès économiques en Afrique subsaharienne. C'est l'avertissement lancé ce jeudi par le Fonds monétaire international. Quelles leçons les États-Unis peuvent-ils tirer de la dernière présidentielle en France qui a vu la victoire d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen? Anita Powell s'est penchée sur la question à quelques mois seulement des élections de mi-mandat qui s'annoncent difficiles pour les démocrates. En Somalie donc, 2 jours après l'élection du leader de la Chambre haute, le Parlement a élu ce jeudi Cheikh Adan Mohamed Nour, un homme politique chevronné au poste de président de la Chambre basse, au terme d'un long processus qui s'est achevé à l'aube. La Somalie peut désormais se préparer pour la tenue d'un scrutin présidentiel retardé. Les détails avec Dili Diko. La Somalie a conclu ce jeudi une nouvelle étape du processus de son scrutin présidentiel, déjà retardé de plus d'1 an, avec la désignation des présidents des 2 chambres du Parlement. Cheikh Adan Mohamed Nour, plus connu sous le nom de Cheikh Adan Madobé, 66 ans, a été élu ce matin président de la Chambre basse du Parlement par 163 voix sur 252, après 2 tours de scrutin. Cheikh Adan Mohamed a remporté 163 voix. S'il vous plaît, gardez le silence. Gardez le silence. Hassan Adino n'a obtenu que 89 voix. Par conséquent, Cheikh Adan Mohamed est officiellement élu en tant que président de la Chambre du peuple. Félicitations. Madobé, 66 ans, qui a déjà présidé la Chambre basse de 2007 à 2010, n'est pas connu pour être particulièrement aligné sur les 2 principaux protagonistes de la vie politique somalienne, le président Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo et le Premier ministre Mohamed Hussein Roble, aux relations très tendues ces derniers mois. Pour rappel, mardi, un autre vétéran de la politique somalienne, Abdi Hachi Abdullahi, 76 ans, avait été élu président de la Chambre haute du Parlement, qui doit désormais désigner une date pour le scrutin présidentiel. Le sénateur Salah Ahmed Jama a obtenu 24 voix. Le sénateur Abdi Hachi Abdullahi a remporté 28 voix, tandis que le sénateur Osman Abokor Doubé n'a obtenu que 2 voix. Par conséquent, Abdi Hachi Abdullahi est élu président de la Chambre haute. Cette nuit, le vote s'est déroulé sous un chapiteau dressé dans l'enceinte de l'aéroport international de Mogadiscio, placé sous haute sécurité après plusieurs attaques du mouvement djihadiste Al-Shabaab qui mène une insurrection en Somalie depuis plus de 10 ans. En Guinée, la justice annonce l'inculpation et la mise en détention de 2 autres ex-dirigeants, alors que les poursuites judiciaires pour corruption se multiplient contre les proches du président déchu Alpha Condé depuis le coup d'État militaire de septembre. Les 2 nouveaux inculpés sont Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale, et Lousseni Camara, qui était à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Ce dernier était également ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme.
Ils sont accusés de détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux et de corruption. C'est en tout cas ce qu'a indiqué aujourd'hui Ali Touré, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Un dossier sur lequel on reviendra certainement. Reporters sans frontières annonce ce jeudi venir en aide aux médias français RFI et France 24 afin de leur permettre de rester accessibles au Mali sur Internet au lendemain de la décision des autorités maliennes de les interdire définitivement, de leur interdire définitivement donc dans ce pays l'accès qui était donc bloqué par leur site en créant une copie permettant d'échapper à la censure. C'est ce qu'indique le communiqué publié par l'ONG en donnant les liens de ces deux sites. Un site miroir est une copie conforme à un site original, mais placée sur des serveurs différents répartis à travers le monde dans le but d'en optimiser la diffusion ou de déjouer la censure. Et à en croire son ministère des Affaires étrangères, la France appelle ce jeudi le Mali à reconsidérer la suspension définitive de RFI et de France 24. La flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant provoquée par la guerre en Ukraine menace de réduire à néant les progrès économiques réalisés ces dernières années en Afrique subsaharienne. C'est ce qu'a averti aujourd'hui le Fonds monétaire international. Cette inflation généralisée qui vient s'ajouter au choc causé par la pandémie du coronavirus et aux défis liés au changement climatique fait craindre des troubles sociaux à travers le continent, a averti l'institution de Bretton Woods qui précise que la croissance économique devrait se situer cette année autour de 3,8% contre 4,2% l'année dernière. Pape Ndiaye, assistant directeur au département Afrique du FMI, s'est confié à Koy Gouinga, suivant plus tôt. Alors, l'Ukraine est un choc qui vient après un autre choc, la pandémie du coronavirus, qui continue d'ailleurs. Et on peut même ajouter à cette liste le défi lié au changement climatique pour l'Afrique subsaharienne. Finalement, quelles sont les options dont disposent les décideurs dans ces pays-là? Oui, tout à fait. C'est vraiment un choc qui vient à un moment où la région était juste en train de recouvrer une croissance un peu plus rapide. J'en ai parlé au début de 4,5%. Il y avait un élan de croissance très fort qui a pris lieu vers la deuxième moitié de 2021. Donc, tout cet élan a été donc coupé par la guerre. Et donc, en plus des chocs climatiques, vous avez vu les développements récents, les inondations en Afrique du Sud, à Durban et dans le KwaZulu-Natal, et les énormes dégâts en termes de vie humaine que ça a causé, ainsi que les dégâts matériels. Donc, ce sont des chocs qui coûtent très cher à la région et qui donc nécessitent des actions d'abord dans le court terme, des actions pour soutenir les populations les plus vulnérables. Ça, on tient à le remarquer parce que c'est avec l'augmentation de l'inflation, du coût de la vie, il y a un risque matériel que les cicatrices de la pandémie en ce qui concerne l'augmentation du taux de pauvreté, en ce qui concerne les inégalités, vont se creuser. Et donc, les populations les plus vulnérables doivent être aidées. Mais ça vient ce choc arrive à un moment où les décideurs politiques ou les gouvernements de la sous-région ont vraiment très peu de marge de manœuvre à cause des vulnérabilités liées à la dette publique. Et donc, du coup, nos recommandations sont de procéder à des aides ou des transferts bien ciblés pour les populations les plus vulnérables
utiliser des réallocations budgétaires pour, dans les pays où il n'y a pas suffisamment d'espace fiscal, essayer de mobiliser des revenus domestiques pour pouvoir payer ces dépenses supplémentaires. Et en gros, faire en sorte de ne pas alourdir, trop aggraver les vulnérabilités liées à la dette publique. Les États-Unis ne peuvent pas rester à l'écart du conflit en Ukraine malgré le coût de leur aide militaire à Kiev face aux atrocités et à l'agression de la Russie. C'est ce qu'a assuré ce jeudi le président Joe Biden en demandant une rallonge de 33 milliards de dollars au Congrès. Le président américain propose ainsi de liquider les avoirs d'oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Joe Biden a par ailleurs estimé que les menaces de Vladimir Poutine d'un recours à l'arme nucléaire sont irresponsables et illustrent le sentiment de désespoir de la Russie face à la tournure prise par son offensive en Ukraine. Et face à l'arrêt de livraison de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, Joe Biden a ajouté que les États-Unis ne laisseront pas Moscou intimider les pays européens en menaçant de les priver de ses ressources énergétiques. La récente élection présidentielle en France s'est résumée à un débat entre nationalisme et mondialisme. Et le mondialisme a prévalu au vu de la victoire du chef de l'État sortant Emmanuel Macron, un proche allié du locataire de la Maison-Blanche. Que peuvent en tirer les États-Unis comme leçon alors que le parti du président Joe Biden fait face à des élections de mi-mandat qui s'annoncent difficiles en novembre prochain? Anita Powell de la VOA s'est penchée sur la question. Son reportage est relaté ici par Jacques Aristide. Le chef de l'exécutif américain a eu quelques mots à dire au sujet de la réélection de son homologue français Emmanuel Macron. Nous nous sentons bien à propos de l'élection française. La victoire d'Emmanuel Macron vient solidifier l'agenda politique du président Joe Biden au moment où il est confronté à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un conflit décrit comme la plus grande menace pour la sécurité de la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Allié de longue date, Paris soutient Washington face à Moscou, le président Macron se présentant comme le principal médiateur de la paix en Europe, ce qui lui a valu des félicitations de la part de Joe Biden sur Twitter. Même réaction du côté des autres dirigeants mondiaux qui sont d'avis que la victoire du président Macron équivaut à un vote en faveur d'un ordre mondial démocratique fondé sur des règles. Des analystes croient que les électeurs français l'ont également vu de cette façon. Il est clair que la France joue depuis le début de l'invasion un rôle moteur dans la réponse européenne à l'agression de la Russie contre l'Ukraine et la réélection du président Macron est une confirmation de la poursuite de cette réponse ferme envers la Russie. Ainsi, pour les autres dirigeants européens, cette réélection est clairement la bienvenue car elle confirme que la France continuera à jouer un rôle moteur dans la réponse internationale. Mais l'échiquier politique américain est différent à bien des égards. Comme le démontrent les sondages, une étude d'Ipsos a constaté que seulement 37% des Américains approuvaient la gestion de la Russie par le président Biden et 46% sa gestion de l'Ukraine. Et donc, pour des observateurs politiques, si le Parti démocrate du président Biden veut obtenir un avantage électoral, il va devoir tirer les enseignements venus de Marine Le Pen, la rivale d'Emmanuel Macron. Malgré sa défaite, la candidate a fait mieux que lors des précédents scrutins. Je pense que l'une des leçons à tirer est que derrière ces partis nationalistes d'extrême droite se cache souvent un programme axé sur les problèmes quotidiens des gens, la demande de dignité, de travail, de capacité à faire sa propre vie dans l'endroit où ils vivent. Et cela, je pense, Marine Le Pen l'a très bien compris.
2 ans après avoir élu Joe Biden à la tête des États-Unis, les électeurs américains seront conviés aux urnes en novembre prochain pour les élections de mi-mandat. Je suis Gilbert Tamba à Abuja pour VOA Afrique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment du sort des réfugiés centrafricains dans les pays voisins de la RCA. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Le sort des déplacés forcés de la crise centrafricaine était au centre d'une conférence ministérielle régionale tenue le 27 avril dernier à Yaoundé. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les autorités politiques et militaires de 6 pays voisins de la RCA affectés par l'arrivée massive des réfugiés centrafricains depuis 2013, ont pris part à cette rencontre. Objectif, trouver des solutions durables pour ces personnes vulnérables et harmoniser les mécanismes d'intervention. Emmanuel Jultap, notre correspondant à Yaoundé, en fait le compte rendu. La crise centrafricaine a engendré le mouvement de plus de 700 000 réfugiés vers le Cameroun, la RDC, le Congo, le Tchad, le Soudan et le Soudan du Sud. Ce dernier pays en dénombre 3 000 à ce jour. La principale solution est qu'il faudrait un cadre juridique dans les pays qui les accueillent, de sorte que les réfugiés puissent avoir accès à la terre, que les réfugiés puissent aussi avoir accès au travail s'ils veulent un emploi, mais aussi aux autres services s'ils veulent par exemple se rendre à l'hôpital. Il devrait aussi y avoir droit. Pour y parvenir, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés insiste sur l'application du Pacte mondial pour les réfugiés adopté depuis 2018. Ce modèle appelle à des plans d'action permettant de venir en aide aux pays affectés, à des politiques de développement favorisant la résilience des réfugiés et de leur communauté d'accueil, à des voies alternatives ou complémentaires, légales, équitables, prévisibles. Il y a des moyens pour un retour dans leur pays d'origine, volontaire, en sécurité et dans la dignité. Comme vous le savez, la question... Le Cameroun est favorable à une telle approche, a souligné le Premier ministre Joseph John Gouté lors de la conférence ministérielle de Yaoundé. D'autres partenaires de la RCA, comme la CEAC, exhortent le pays à plus de gouvernance. Nous apporterons des solutions durables à la crise de déplacement forcé en République centrafricaine en essayant d'aider les institutions de cet État à traduire quotidiennement dans la réalité les promesses qu'apportent les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie, la lutte contre la corruption, le développement harmonieux des territoires et durable fondé sur une vraie justice redistributive et l'équité. La RCA a connu des conflits armés violents en 2013, 2017 et 2020. Depuis 2019, certains pays comme le Cameroun et la RDC ont organisé un retour volontaire des déplacés forcés centrafricains. Il faut préciser
que environ 27 000 réfugiés centrafricains sur les 737 000 se trouvant à l'étranger ont pu bénéficier d'un rapatriement volontaire et facilité à ce jour. Mais comme nous le savons tous, il ne peut y avoir de retour dans son pays d'origine sans qu'il n'y ait éradication partielle ou totale de la cause de leur déplacement. En d'autres termes, c'est la sécurité qui garantit le retour des déplacés. 46% de la population des réfugiés centrafricains sont au Cameroun. Le gouvernement camerounais affirme avoir dépensé 50 milliards de francs CFA en 6 ans pour leur protection. Emmanuel Jultap pour VOA Afrique, Yaoundé. Je suis Emmanuel Jultap à Yaoundé pour VOA Afrique. Autre pays, autre préoccupation, l'invasion russe de l'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de blé au monde, a entraîné une flambée des prix du pain dans des pays importateurs comme le Zimbabwe. L'association des meuniers du Zimbabwe a mis en garde contre d'éventuelles pénuries de pain dans le pays après que l'Ukraine a été contrainte de suspendre ses exportations. Le reportage de Columbus Mavunga depuis Harare, récit Lionel Gaïma. Christine Kayumba est une mère de famille à Harare. Elle a le cœur brisé par la hausse de prix. Elle ne peut même pas se permettre d'acheter du pain pour ses 4 enfants avec son salaire de moins de $250 par mois, car une baguette de pain coûte maintenant plus de $2. Elle est professeure d'anglais dans un lycée. Elle affirme qu'elle est obligée de préparer une bouillie légère et fade 3 fois par jour pour sa progéniture et qu'elle sert rarement du riz car c'est aussi très cher. Cette augmentation du prix du pain m'a réduit à 0, mon frère. Je n'ai pas l'impression d'être toujours la figure maternelle, le gagne-pain de ma famille, parce que je ne parviens pas à subvenir à leurs besoins. Chaque matin, ils se réveillent en pleurant pour avoir du porridge, pleurant pour du pain. Tafadzwa Musarara est le président de l'association des mineurs du Zimbabwe qui importe des céréales. Il attribue la hausse de prix au conflit russo-ukrainien. Soudain, nous nous sommes réveillés sans cet approvisionnement. C'est la crise qui est là. L'inflation sur le prix du pain, l'augmentation du prix du pain est un facteur importé. Maintenant, nous nous efforçons de voir comment nous pouvons l'obtenir d'autres pays. Il ajoute que du blé destiné au Zimbabwe était bloqué depuis 2 semaines dans la ville ukrainienne de Mariupol, assiégée par les soldats russes. Andrew Matibiri est le PDG de la Société agricole du Zimbabwe, un groupe chargé de promouvoir le développement agricole dans le pays. Il voit une opportunité dans les pénuries de blé actuelles. En tant que Zimbabwe, le moment est venu pour nos agriculteurs de produire davantage pour que le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble, main dans la main, pour soutenir les agriculteurs qui souhaitent se lancer dans la production de blé. Ce serait certainement une bonne nouvelle pour les gens comme Madame Kayumba qui ne peuvent plus s'offrir le luxe d'acheter du pain, devenu vraiment trop cher et hors de portée. L'épidémie de coronavirus il y a 2 ans avait fait craindre une propagation rapide à Kibera, le plus grand bidonville urbain d'Afrique situé dans la capitale du Kenya, Nairobi. Mais les groupes d'aide locaux ont relevé le défi aidant non seulement à contenir le virus, mais aussi à former des agents de santé et à améliorer les pratiques d'hygiène. Davantage avec Victoria Amunga à Nairobi, un récit de Ginny Kapumbuvila. Une population dense, des conditions insalubres et le manque d'approvisionnement en eau potable ont fait du bidonville de Kibera au Kenya un terreau idéal pour le coronavirus lorsque la pandémie a frappé le Kenya en mars 2020. Frédéric Otieno, un travailleur de la santé dans cette communauté vulnérable, affirme qu'il a été directement exposé à un virus dont à l'époque les scientifiques ne savaient presque rien. C'était quelque chose de nouveau que nous n'avions jamais vu. Il y avait beaucoup d'histoires sur de nombreux décès qui se produisaient dans d'autres pays. Alors j'ai été placé au centre Covid. J'ai été très prudent avec ces patients. C'est un défi que CFK Africa, un groupe d'aide dans le bidonville, a directement relevé.
Les responsables du groupe d'aide, qui porte le nom d'un donateur privé, affirment qu'ils se sont appuyés sur 20 ans de travail à Kibera pour éduquer les résidents et les agents de santé communautaires sur la sécurité. Lorsque le Covid-19 est arrivé en 2020, tout le monde avait peur et les gens n'arrêtaient pas de se demander qu'est-ce que ce sera quand il atteindra l'Afrique. Nous avons donc profité de cette occasion pour nous assurer d'éduquer les personnes que nous avons servies au fil des ans parce qu'elles ont confiance en nous. Et développer cette confiance au fil des ans les a amenés à prendre les informations que nous leur donnons très attentivement. Pour permettre aux habitants des bidonvilles d'accéder au vaccin, CFK s'est associé au ministère kényan de la Santé et au Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies afin de distribuer le vaccin contre le coronavirus aux cliniques de Kibera. Plus de 4000 résidents ont reçu des injections dans les 3 cliniques du CFK. J'ai décidé de venir ici parce que d'abord, j'habite à proximité. C'est un centre de santé communautaire. Ensuite, leurs services sont bons. Si vous allez dans d'autres hôpitaux, vous risquez de ne pas obtenir les médicaments. Mais chaque fois que je viens ici, je reçois les médicaments dont j'ai besoin. Kibera abrite environ 250 000 personnes selon les données nationales. Des groupes d'aide communautaires tels que Carolina for Kibera espèrent non seulement atteindre plus de résidents avec des informations sur la sécurité pendant la pandémie, mais aussi vacciner davantage d'entre eux à l'avenir. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Et on va terminer avec ces images de Soweto, ou plutôt précisément cette initiative de Tami Masibuko qui a remarqué le manque de bibliothèques dans le township et s'est engagé dans un projet de réaménagement dont on parle beaucoup. En 2019, il a lancé le Soweto Book Café, créant un espace où il pourrait faire progresser l'alphabétisation et fournir à la communauté un accès aux livres et aux informations, ce qui est le droit humain fondamental, estime-t-il. Cette bibliothèque, ou plutôt cette maison d'une rue tranquille de Soweto, fait donc rimer lecture et township. Aujourd'hui âgé de 36 ans, Tami Masibuko dit avoir lancé l'affaire il y a 4 ans avec une trentaine de bouquins de sa collection personnelle. Des centaines de dons ont suivi et le Book Café accueille aujourd'hui régulièrement un groupe de lecture d'une 50aine de jeunes baptisé « La lecture, c'est super cool ». Voilà, qui devrait vous donner envie de lire encore et toujours. Et c'est la fin de ce journal, Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition donc. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la Voix de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent,